Merci à l'école 42 de me recevoir aujourd'hui pour cette intervention sur les métiers du futur. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis extrêmement fière d'être là. Effectivement, j'ai publié un ouvrage sur les métiers du futur, et les métiers du futur, c'est d'abord des métiers pour toutes et des métiers pour les femmes. Je vais commencer déjà par me présenter pour un peu vous situer le parcours avant de vous parler des métiers du futur. Je m'appelle Isabelle Rouen et j'ai 18 ans. Avec 25 ans d'expérience dans le monde du digital, des médias et de la communication. J'ai démarré dans un groupe de presse où je faisais du marketing, groupe de presse qui a été racheté 3 fois avant de disparaître. J'ai basculé assez vite dans le monde des agences médias, où j'ai fait du conseil en communication. J'ai dû faire à peu près tous les métiers possibles en agence média, de padawan jusqu'à directeur général. Et mon dernier job salarié était chez Facebook, où j'ai travaillé de 2014 à 2017 et où je construisais des relations à long terme entre Facebook et des grandes entreprises françaises. Pendant ces 3 années chez Facebook, j'ai vu les effectifs faire x4 et le chiffre d'affaires faire x20. Et je retiens de tout ça qu'il n'y a plus rien de permanent sauf le changement. Et c'est ça qui m'a donné envie de créer un cabinet de recrutement qui s'appelle Colibri Talent, qui est spécialisé sur les métiers de la tech, du digital. Donc très concrètement, effectivement, je fais de la chasse de tête et je vis de la chasse de tête dans cet univers-là, et également d'aller à la rencontre des métiers du futur. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce travail-là ? Eh bien parce que l'emploi, c'est la première préoccupation des Françaises et des Français. Je pense qu'on est tous concernés par ça, et c'est un espèce d'énorme gisement d'opportunités. Il y a 80 000 postes aujourd'hui en France non pourvus dans la tech du fait d'un déficit de compétences. Donc il y a un énorme marché, faut y aller, vraiment. C'est une chance pour toutes et tous. Une fois qu'on a dit ça, le sujet, c'est effectivement vers quel métier s'orienter et comment est-ce qu'on déroule un plan d'action qui nous rend toutes un peu plus employables. Et c'est difficile ou c'est pas simple de se projeter parce qu'effectivement, les métiers ils sont en transformation. Il y a un chiffre qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a été produit par l'Institut du Futur, qui est un think tank californien, qui est cofinancé par Dell. Ce chiffre, il date de 2017 et il dit que pour les gens qui sont actuellement scolarisés, dans 85% des cas, le métier qu'ils effectueront en 2030 n'existe pas encore. Donc effectivement, comment est-ce qu'on se projette à un horizon 10 ans et comment est-ce qu'on dessine des parcours ou comment est-ce qu'on se forme sur des métiers qui n'existent pas encore. C'est là toute la difficulté et c'est là tout l'enjeu de cette intervention. L'idée étant de se rendre toutes plus employables. On est à l'aube, clairement, d'une 4e révolution industrielle, qui est celle du digital et de l'intelligence artificielle. Je pense que ça n'a échappé à personne et que si on est ici à l'école 42 pour parler de tout ça, c'est qu'on est tous conscients du sujet. Après, effectivement, le vrai point, c'est comment cette montée des nouvelles technologies, le fait qu'on ait plus de données, qu'on soit tous plus interconnectés, que les capacités de calcul soient plus importantes qu'avant, va impacter sur l'employabilité de chacun et de chacune. Il y a un chiffre qui est important à avoir en tête, c'est que la moitié des heures travaillées en France est potentiellement automatisable d'ici 2022. C'est un chiffre qui a été sorti par McKinsey, qui est donc un cabinet de conseil. C'est un chiffre qui date de 2017. Et effectivement, ce chiffre, il fait peur à beaucoup de monde parce que tout de suite, on se dit la moitié des heures travaillées en France, ça veut dire que la moitié des gens vont être remplacés par des robots. C'est absolument pas mon point et c'est absolument pas, je pense absolument pas le projet de société dans lequel on est tous en train de se projeter. Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'une tâche qui est automatisable, c'est une tâche qui est pas palpitante. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle si on l'automatise. Et ce qui est intéressant quand on creuse un petit peu dans cette histoire d'automatisation, c'est que quand on creuse un peu l'étude de McKinsey, elle dit que 5% des emplois, des métiers pourraient être totalement remplacés par des machines et qu'en revanche, 60% des métiers vont être partiellement impactés. Donc, le sujet, c'est vraiment de se concentrer sur les métiers partiellement impactés et de voir ce qu'on fait du temps que ça libère pour se former, pour avoir un plan d'action qui tienne la route. Et pour vous démontrer à quel point je pense que ça va créer des emplois, je vais donner ce chiffre de 80 000 postes non pourvus en France, mais vous avez un institut statistique qui s'appelle Eurostat, qui est un institut européen, c'est l'équivalent de l'INSEE français, qui démontre qu'à horizon 2025, l'économie numérique et le digital vont créer 15 millions d'emplois au niveau européen et en parallèle en détruire 6 millions.
Donc on voit bien quand on fait des maths très rapidement que la différence elle est positive. Tout le sujet c'est que c'est pas les mêmes types d'emplois, c'est pas les mêmes jobs. Donc comment est-ce que on se prépare à ces nouveaux métiers qui a priori vont être un peu plus techniques. Je voulais également démythifier des choses sur l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, elle sait faire certaines choses, elle peut accélérer énormément certaines choses, mais il y a des trucs qu'elle ne sait pas faire. Et pour ça, je vous donne un exemple avec une start-up qui s'appelle Pix2Pix, qui a travaillé sur du machine learning, donc sur des algorithmes qui rendent les ordinateurs apprenants. Et en l'occurrence, ils ont rendu un programme apprenant à partir de photos de petits chats. Ils lui ont monté tout un tas de photos de petits chats. Et cet algorithme, à force d'avoir vu beaucoup de photos de petits chats, à partir d'une simple esquisse, il est devenu capable de recréer une photo de chaton. Ça donne ça. Donc à partir d'une simple esquisse à gauche, après avoir vu des milliers de photos de chatons et d'avoir fait du machine learning, la machine elle est capable de recréer le petit chat qui est là-bas. Sauf que la machine qui a fait ça, elle ne sait pas qu'un chaton c'est mignon, elle ne sait pas qu'un chaton ça ronronne, et elle ne sait pas qu'un chaton on peut le caresser. Donc cet exemple très concret pour vous dire, oui, il y a des choses qu'on peut automatiser, oui, il y a des choses qu'on va faire beaucoup plus vite avec l'intelligence artificielle, il y a d'autres choses qu'on ne fera absolument pas avec l'intelligence artificielle. Donc tout le sujet, c'est de bien faire la distinction et de voir ce que ça impacte sur les métiers. Cette introduction étant faite, ce que je voulais souligner au début de cette conférence, c'est qu'il y a 3 défis majeurs qui, à mon avis, vont impacter cette transformation du travail. Le premier, c'est l'obsolescence accélérée des compétences. Le second, c'est l'essor des services à la personne. Et le troisième, c'est effectivement tout le paradoxe qu'on va avoir dans l'économie numérique, avec beaucoup d'emplois qui se créent et certains qui ne sont pas pourvus. Quand on parle d'obsolescence accélérée des compétences, on parle de compétences techniques, de savoir-faire. Un savoir-faire, dans les années 70, ça avait une durée de vie de 20 ans. C'est pas moi qui l'affirme, c'est l'OCDE. Donc c'était simple, la vie était facile, on se formait, on allait à l'école, on apprenait un métier, parfois on réapprenait quelque chose en milieu de parcours, mais les parcours de vie étaient assez linéaires. Ça, aujourd'hui, c'est fini sur la partie technique. Une compétence technique a une durée de vie entre 12 et 18 mois. Moi, je fais de la chasse de tête dans le digital, dans la pub en ligne, dans le programmatique. Il y a des compétences qui sont volatiles à 6 mois. Donc, on ne peut pas capitaliser sur ces compétences-là, donc il faut se former en permanence, soit en retournant sur les bancs de l'école, soit en allant prendre des cours en ligne. Il y a Open Classroom qui fait ça très bien. Et par contre, il y a un autre type de compétences sur lesquelles on peut capitaliser au fur et à mesure de son parcours, qui sont les compétences de savoir-être, les fameuses soft skills, qui, elles, pour le coup, sont pérennes, qu'on acquiert tout au long de son parcours. C'est la capacité à être agile, à apprendre, à avoir du leadership, à faire travailler une équipe sereinement, sans forcément avoir les galons, à être le manager des personnes avec qui on travaille en dessous, à travailler en matriciel. Ce genre de compétences-là, par contre, elles s'incrémentent. Et donc, c'est intéressant d'essayer de développer un maximum de compétences de savoir-être, et notamment l'agilité, parce que c'est ça qui va rendre plus facile l'accès aux métiers du futur. Deuxième sujet, c'est l'essor des métiers des services à la personne. On manque de gens pour s'occuper de nos enfants, on manque de gens pour s'occuper de nos aînés, on manque de gens pour s'occuper des clients. Je pense que toute personne normalement constituée qui a passé plus de 3 minutes à se bagarrer avec un serveur vocal voit à peu près de quoi je parle. Donc quand on se dit qu'il y a certains métiers qui sont totalement automatisables, et moi je conseille notamment des enseignes de distribution, oui, les hôtes et les hôtesses de caisse, ils sont amenés à disparaître. C'est pas forcément très grave, c'est pas forcément ce métier-là qui est le plus palpitant dans un magasin. Par contre, l'idée n'est pas de se passer de ces gens-là ou de se dire qu'on les met tous dehors. L'idée, c'est peut-être de les remettre dans les rayons, de leur faire amener du conseil, de leur faire amener du coup une relation au client qui va être beaucoup plus proche. Dans un secteur qui est en train de se faire amazonner, ça peut avoir tout son sens. Je vous donne un deuxième exemple, c'est ce qui s'est passé à l'hôpital de Montréal, au Québec. Le directeur de l'hôpital a décidé d'automatiser totalement le travail du magasinier. Donc il a supprimé la tâche des magasiniers qui apportaient les draps et le matériel dans les chambres et les a remplacés par des robots. Il ne s'est pas séparé des magasiniers pour autant. Il en a fait 2 choses. Il en a formé certains à faire du contrôle qualité et à superviser ce que faisaient les robots. C'était pas inutile. Et les autres, il les a mis en orientation des patients et en orientation des familles de façon à ce que les gens ne se perdent plus dans l'hôpital. Et ils ont mesuré l'impact que ça avait d'une part sur la vitesse de sortie des gens de l'hôpital et d'autre part sur la rapidité de guérison. Et le fait d'avoir remis un peu d'humanité dans le parcours du patient dans ces hôpitaux qui peuvent être des villes, et ben ça a fait accélérer la vitesse de sortie. Donc c'est ce type de raisonnement-là quand je parle d'essor de service à la personne. Plus on automatise et plus on a besoin de remettre de l'humain au cœur. Et troisième sujet, on en a déjà un petit peu parlé, le paradoxe, c'est qu'effectivement, chaque année, l'économie numérique crée 200 000 emplois en France. Ça va en s'accélérant. Il y a beaucoup d'opportunités et malheureusement, on manque encore de qualifications. Il y a des types de postes sur lesquels c'est très tendu.
Je vais rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter la typologie des métiers du futur que j'ai établi. Ce que je voulais vous dire avant, c'est que le travail que j'ai fait, qui est un travail qualitatif, qui est basé sur une 30aine d'interviews, une rencontre avec des leaders d'opinion, il y en a une dans la salle d'ailleurs, donc je suis très touchée qu'elle soit là. Elle est au fond. Ce travail-là, on l'a fait au prisme, un prisme qui est durable, celui de People, Profit, Planet. Une entreprise, elle est là pour faire du profit et de la croissance, mais si elle ne se préoccupe pas des gens, si elle ne se préoccupe pas des parcours et si elle ne se préoccupe pas de son impact social et environnemental, ça ne sera pas durable. Donc vraiment, cette réflexion-là, on a essayé de l'avoir, je dis on parce que j'ai travaillé avec une co-auteure qui s'appelle Clara Schmelk, on a essayé de l'avoir à ce prisme-là. Les métiers du futur, on a fait l'effort de les catégoriser en 3 types, de les ranger. Et le type, en fait, il est lié à le degré d'automatisation. Donc, premier type, c'est les métiers qui sont en évolution, qui existent déjà, mais qui vont se transformer sous l'impact de l'automatisation. Deuxième type, c'est les univers qui sont en révolution. L'univers du management dans l'entreprise, l'univers de la création, la smart city. Et troisième type, c'est des métiers d'innovation radicale qui n'existent pas du tout encore. Et comme pour moi, les métiers du futur sont un peu magiques, je les ai incarnés. J'ai incarné chaque type par un héros d'Harry Potter. Et pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, sur les métiers en évolution, je les ai incarnés par Ron. Pourquoi ? Parce que c'est probablement le personnage qui change le plus au fur et à mesure des livres et de la série. Et du coup, je trouvais que c'était intéressant qu'il porte ce type-là. Premier exemple, le social seller. Le social seller, c'est quelqu'un qui va faire de la relation client automatisée au début du parcours client, et plus on descend dans le parcours client, plus on se rapproche d'un prospect chaud et qualifié, et plus un humain va reprendre la main. Donc c'est de se dire qu'à partir des réseaux sociaux, on génère un grand nombre de conversations, un grand nombre de leads, qui permet de recueillir un grand nombre d'informations sur des prospects potentiels. Et au fur et à mesure qu'on descend dans le parcours d'achat, on va avoir une conversation qui est faite par un humain, qui va faire un acte de vente, qui va faire un acte de conseil. Très concrètement, moi, c'est comme ça que j'exerce mon métier dans la chasse de tête. Je suis solo entrepreneur, je pourrais absolument pas faire ça si j'avais pas accès à LinkedIn. Je dis pas que je ne chasse que sur les réseaux sociaux, je suis dans la vraie vie, c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. Je suis membre de pas mal de réseaux, des réseaux de femmes, des réseaux d'entrepreneurs, ça me permet de rencontrer des gens, et c'est en fait une combinatoire des deux. Et du coup, le fait d'avoir accès à ces plateformes sociales, ça permet quasiment de taper sur l'épaule de quelqu'un hyper facilement en 2 clics, vous l'avez toutes déjà fait. Et c'est vrai que ça génère des nouveaux métiers, des nouvelles façons de faire du commerce ou de prendre en charge la relation. Deuxième métier, c'est celui d'avocate augmentée. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont assisté à la passionnante conférence d'Elessaya Karaj d'Auguste Dibouzi juste avant. Mais effectivement, donc du coup, je serai brève sur ce métier-là, parce que ça fait l'objet de la conf précédente. Mais l'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, un avocat, dans un cabinet d'avocats, il y a 2 tâches qui sont automatisées très fortement, qui sont la recherche documentaire, automatisée par un site qui s'appelle doctrine.fr, et la rédaction d'actes standardisés. Du coup, ça change beaucoup de choses pour le métier d'avocat, parce que l'avocate, avant, il vendait du temps. Ils vendaient du temps passé. Donc effectivement, quand vous n'avez plus ce temps passé-là, qui était très constitutif des honoraires, c'est un petit peu compliqué. Là où ça devient intéressant, c'est que du coup, ça oblige à repenser la relation entre l'avocat et son client, et à se concentrer plutôt sur la stratégie, plutôt sur le conseil juridique, plutôt sur effectivement des démarches de justice prédictive, et de se dire par quelle bouche prend le dossier. À raisonner aussi avec des logiques de forfait, avec des logiques de plateformes qui mettent en relation les avocats et les justiciables. Ça va permettre aux gens et aux entreprises d'être mieux défendus. Il faut quand même savoir que 85% des PME en France ne font pas appel à un avocat quand elles en auraient besoin, parce qu'elles pensent que c'est trop cher. Et au niveau des particuliers, c'est pareil. On peut tous être justiciables un jour. Donc le fait que les coûts baissent et que l'avocat puisse se dégager du temps, c'est intéressant. Ce qu'il faut aussi avoir en tête quand on parle de ce métier d'avocate, c'est vrai pour celui d'expert comptable, c'est vrai pour celui de trader, c'est que la transformation des métiers du fait de l'automatisation, ça impacte tout type de métiers, y compris des métiers hyper qualifiés. Et ça, c'est nouveau. Trader, par exemple, c'est un métier ultra qualifié. Vous aviez 150 000 traders à Wall Street il y a 5 ans, il en reste plus que 100 000, il y a 50 000 emplois qui ont disparu, qui ont été remplacés par des algorithmes à très haute fréquence. Donc c'est aussi un changement majeur dans le travail. Troisième type de métier, c'est le métier d'interprète des data. Donc ça, c'est le futur du data scientist. C'est l'idée de se dire, le data scientist,
il code, il est capable d'analyser des données à très grande échelle, il va en tirer des conclusions. Mais si on veut qu'il tire des conclusions qui soient actionnables, il faut absolument qu'il ait une double compétence ou une double formation par rapport au type d'entreprise qu'il va conseiller. Donc c'est vrai que moi, ce que je fais souvent dans le cabinet, je recrute pas mal de profils comme ça qui ont un double parcours, à la fois ingé d'un côté et soit école de commerce, soit en tout cas une pratique de ce qu'on appelle la business intelligence. Et c'est vrai que c'est des profils qui sont ultra employables, qu'on trouve assez peu, des gens qui soient bilingues, on va dire, analyse de données et compréhension d'un écosystème. Il y en a de plus en plus, mais il n'y en a pas suffisamment. Donc c'est vrai que c'est intéressant d'aller pousser dans cette direction-là. Et le dernier type de métier en évolution, c'est le métier de journaliste. Ça, c'est un robot. Ça a été développé en Chine. C'est un robot qui va présenter les nouvelles et qui en fait présente notamment tout ce qu'on peut automatiser dans la partie de veille d'information, que ce soit le cours de bourse, que ce soit la météo. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se faire automatiquement. Ça ne veut absolument pas dire qu'il faut se laisser informer par les robots et qu'il ne faut pas se poser la question de l'éditorialisation d'une information ou de son angle. Au contraire, c'est un moyen de dégager du temps pour que les journalistes fassent du travail de fond. Parce que ça, c'est un enjeu de démocratie. Et c'est hyper important d'avoir ça en tête. Tout ce qu'on automatise, c'est ce qui a peu de valeur ajoutée, c'est ce qui fait gagner du temps. Et tout le temps qu'on dégage, il faut le consacrer à pouvoir faire de la recherche. Donc voilà pour les métiers en évolution. Je passe au deuxième type. Deuxième type, c'est les univers en révolution. Et pour ça, je vais vous parler de la révolution du management. Je l'ai incarné par Hermione, parce que dans toute la série, je remets ma petite casquette de suffragette, mais au-delà de ça, c'est elle qui lead sur plein de trucs. C'est elle qui organise les tâches, c'est elle qui anticipe. Et du coup, je trouve que c'est intéressant parce que ça porte aussi une partie des rôles du manager. Je vais vous parler de deux choses. Je vais vous parler des méthodes agiles et je vais vous parler de l'impact des neurosciences sur la fonction de manager. En méthode agile, il y en a trois. Il y a le Lean, il y a le Design Thinking et il y a la méthode Scrum. Alors j'ai fait un focus sur la méthode Scrum, ce qui est une méthode qui a été inventée en 1993, que j'illustre avec cette photo d'un joueur de rugby. Pourquoi ? Parce que la méthode Scrum, elle porte ce nom-là parce que le Scrum, ça vient du demi de mêlée, qui en anglais s'appelle le Scrum Half. Et le demi de mêlée, pour celles qui connaissent un peu le rugby, celles et ceux, c'est en fait le poste qui fait la charnière entre l'avant et l'arrière du terrain. C'est le joueur, souvent un joueur qui est assez petit, très rapide, très tactique. On dit parfois qu'il est teigneux, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce joueur qui a un rôle charnière. Et c'est effectivement quand on va remettre des méthodes agiles au sein des entreprises, le fait d'avoir un pilote, un chef de projet qui pratique le Scrum, ça permet de délivrer extrêmement vite un projet. Ça a été beaucoup utilisé pour les projets informatiques. Il y a des organisations qui mettent ça à tous les étages de la fusée et de l'organisation. C'est le cas notamment de la banque ING. Et du coup, l'équipe qui est pilotée par un Scrum Master, elle va se focuser sur un objectif. Elle va être déchargée de toutes les contraintes opérationnelles à côté, de la gestion du budget. Elle va être pilotée dans son temps. Le Scrum Master a piloté des cérémonies qui permettent d'accélérer la production d'une idée ou d'un projet. Et ça permet vraiment de mettre les boîtes avec un autre type de fonctionnement. C'est pareil, c'est des postes qui sont vraiment hyper demandés. Deuxième révolution dans le monde de l'entreprise, c'est la révolution du management, du fait des neurosciences. Neurosciences, c'est tout ce qui impacte la meilleure connaissance qu'on peut avoir de notre cerveau, que ce soit la biologie du cerveau, la chimie du cerveau et ce genre de choses. Quand je parle de neuromanagement, l'exemple que je donne toujours, c'est comment est-ce qu'on pilote une équipe dans le changement et comment est-ce qu'on peut devenir un manager neuro-amical de ses collaborateurs. Donc l'idée, c'est pas de devenir l'ami de son collaborateur, c'est pas ça du tout. L'idée, c'est comment est-ce qu'on utilise les découvertes en neurosciences de façon à pouvoir animer la relation qu'on a avec ses équipes quand on a affaire à des sentiments. Et le premier sentiment auquel je pense, parce qu'on est juste tous c'est nos émotions qui nous pilotent. Et le premier sentiment quand on parle de transformation, c'est souvent la peur. Je sais pas si certaines ou certains d'entre vous ont vécu des transformations dans leurs organisations, mais en général, vous avez 20% de gens qui poussent, qui sont hyper contents. Vous avez 20% de gens qui sont debout sur les freins et qui sont flippés. Et au milieu, vous avez 60% des gens qui sont entre les deux, qui ne savent pas s'ils vont d'un côté de l'autre. Et c'est en fait cette bascule-là qui va faire qu'une transformation réussit ou non. Et en fait, le fait de rassurer ces gens-là, le fait de les accompagner, c'est le moyen de réussir une transformation ou de la planter. L'exemple que je donne souvent, c'est l'exemple de Kodak. Kodak n'est pas mort du fait de ne pas avoir anticipé l'arrivée de l'appareil photo numérique. C'est Kodak qui a inventé l'appareil photo numérique, ce qu'assez peu de gens savent.
Par contre, Kodak, qui avait un plan de transformation pour basculer toute la boîte vers le numérique, ça a été décidé en conseil d'administration, ça a été appliqué en comité de direction, mais ils n'ont pas vérifié ce qui se passait au niveau du management intermédiaire. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé? Le management intermédiaire a eu la frousse, il n'y a pas d'autre mot, de basculer une partie de l'entreprise vers quelque chose qui était plus technologique et à court terme moins rentable. Donc c'est pas beaucoup dépêché de mettre en place le plan de transformation vers l'appareil photo numérique. En parallèle de ça, ils ont eu un problème de développement durable, c'est-à-dire qu'ils ont eu une pollution des terrains avec une de leurs usines qui a une pollution à l'argent sur un des terrains. Donc ils ont une partie de l'appareil industriel qui était à l'actif de la boîte qui est passée au passif. On en revient à notre People Profit Planet. Et les deux conjugués en même temps fait que la boîte, elle n'a pas réussi à faire sa transformation, elle s'est fait dépasser par d'autres entreprises plus rapides, asiatiques notamment, et du coup ils ont raté le coche, et l'entreprise elle a déposé le bilan à cause de ça. Donc tout ça pour dire le fait de prendre en compte les émotions de la personne que vous avez en face de vous, la façon dont elle va réagir, c'est vraiment un moyen de réussir la transformation, et je pense que ça va faire évoluer beaucoup de choses dans le management. Troisième type de métier, c'est les métiers d'innovation radicale. Donc bien sûr, je les ai incarnés par Harry. Et l'idée, c'était d'aller essayer d'imaginer des métiers qui n'existent pas du tout, mais pas dans une logique d'être futurologue, mais dans une logique d'emploi derrière, vraiment. Et le premier auquel j'ai pensé, c'est le métier d'éducatrice de robots. Pourquoi ? Parce qu'on a tous autour de nous des objets de plus en plus connectés, des algorithmes de plus en plus présents, et c'est hyper important de se poser la question de comment est-ce qu'on cadre le travail de ces robots? Quand on les programme, qu'est-ce qu'on leur laisse le droit de faire? Qu'est-ce qu'on ne veut absolument pas qu'ils fassent? Comment est-ce qu'on borne le truc? Je vous donne un exemple. Quand vous avez un robot anthropomorphique qui s'occupe d'une personne âgée, est-ce qu'on laisse des sentiments se développer entre la personne et le robot? Autre exemple qui est pour moi un vrai enjeu de démocratie. Quand vous vous informez en ligne, est-ce que vous vous informez que par des plateformes qui vont avoir tendance à vous garder captif le plus longtemps possible et du coup à vous pousser des informations sur ce qui vous intéresse, mais pas forcément à vous montrer une pluralité de points de vue, ou est-ce que vous allez un peu plus loin que ça? Qui est familier de la notion d'enfermement algorithmique dans cette salle? Une personne? Ok. Je vous engage à aller voir un site qui s'appelle flint.media. C'est l'école des robots. Ça a été créé par un garçon qui s'appelle Benoît Raphaël, qui est journaliste, qui a créé ça parce qu'il était fauché. Et en fait, comme il refusait de s'informer uniquement par des fils d'actualité, et qu'il n'avait pas les moyens de se payer un pigiste, très concrètement, il a commencé à coder des algorithmes de façon à pouvoir avoir une veille la plus large possible. Et aujourd'hui, vous pouvez éduquer votre propre robot et il peut vous faire une veille. Donc il y en a qui sont déjà tout éduqués et que vous pouvez renforcer. C'est-à-dire que vous paramétrez une newsletter sur un sujet qui vous intéresse. Elle tombe dans votre boîte mail à la fréquence qui vous intéresse. Et il y a 5 articles par jour qui vont arriver sur votre boîte mail. Et à chaque fois, vous avez un petit bouton rouge ou un petit bouton vert, et vous pouvez comme ça prendre l'algorithme à votre main et dire petit bouton rouge, je fais une claque à l'algorithme, le sujet m'intéresse assez peu, c'est pas pertinent pour moi. Petit bouton vert, je fais une caresse à l'algorithme, éducation par renforcement, le sujet m'intéresse beaucoup, trouve-moi d'autres articles comme ça. Et donc au fur et à mesure, l'algorithme il va être éduqué à votre patte, à votre sauce, il vous fait une veille qui est internationale sur les sujets qui vous passionnent, et ça vous permet de sortir de votre bulle. C'est vachement intéressant, c'est un enjeu de démocratie en ces temps d'élection, en ces temps enfin, c'est super important. Deuxième type de métier, c'est tous les métiers qui sont liés à l'éthique de l'intelligence artificielle. Moi, j'ai parlé d'éthicienne de l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que si on ne borne pas ces sujets-là avec discernement, on peut vraiment avoir un retour de bâton assez violent. Je ne sais pas si vous êtes au courant de l'incident qui est arrivé à Microsoft. Ils ont mis au point un robot conversationnel qui s'appelle Tai, qu'ils ont mis en ligne sur Twitter en 2016 et qui est resté en ligne 12 heures. Premier tweet du robot, les humains sont formidables. 12 heures plus tard, Hitler avait raison, je hais les juifs. Inutile de vous dire qu'ils enlèvent le robot, ils se répondent en excuses et surtout ils ont essayé de creuser ce qui s'était passé. Clairement, c'est compliqué de coder de la morale et de mettre de la morale dans un algorithme, même du bon sens et même du discernement. L'algorithme, il avait été conçu en fait pour répéter, retweeter, amplifier ce qui fonctionnait bien sur Twitter. Donc concrètement, la fachosphère l'a fait tourner en bourrique et ça n'avait pas été anticipé. Et c'est là où on peut se dire, le mot n'est pas de moi, il est de Woody Allen, l'intelligence artificielle, c'est le contraire de la bêtise naturelle.
comment est-ce que dans les démarches qu'on a, on s'intéresse à ça et on le borne en amont. Je vous donne un autre exemple qui est un exemple de justice prédictive. On a parlé aussi dans la conférence précédente. Justice prédictive, les cabinets d'avocats développent de plus en plus des algorithmes qui permettent de prédire une décision de justice et donc du coup d'adapter une stratégie en fonction de ce qu'on pense qu'un juge va faire. Il y a plusieurs types d'intelligence artificielle et il y a notamment, dans l'intelligence artificielle, vous avez des gens qui prônent entre guillemets l'approche boîte noire en se disant plus l'algorithme est fiable, je mets le plus de données possible et plus le score est fiable, mieux c'est et je regarde pas trop les données que je mets dedans. C'est ce qui s'était passé avec ce cabinet d'avocats là et puis au bout d'un moment ils ont quand même soulevé le capot du réacteur et ils ont été voir ce qu'il y avait comme données qui rendaient la prédiction très fiable. Il y avait 2 données un peu bizarres. À votre avis, lesquelles? Aucune idée. Première donnée un peu bizarre, il y avait l'heure du verdict. Et la deuxième, les résultats sportifs. Un juge est plus clément après déjeuner. Un juge a tendance à être moins clément si son équipe favorite a perdu précédemment. C'est un biais. C'est un biais qui est évidemment inconscient. Personne ne met en doute la loyauté du juge ou l'équité du juge. Mais l'algorithme, en fait, il déployait à très grande échelle un biais inconscient. Il y a eu une class action aux États-Unis sur la partie heure du verdict, notamment la communauté hispano a mis en place une action de masse parce qu'ils ont réussi à démontrer statistiquement que vous aviez 17% de chance en moins de voir votre dossier jugé favorablement si vous passiez avant l'heure du déj que si vous passiez après l'heure du déj. Juste de façon à sensibiliser l'opinion publique. Et du coup, ça pose la question de quel compromis on est prêt à faire ou pas en fonction du niveau d'explicabilité, quel niveau de fiabilité on accepte ou pas. Donc, c'est toutes ces réflexions-là qui sont, à mon avis, hyper importantes et je pense qu'on va avoir beaucoup de métiers qui vont se créer par rapport à ça. C'est assez peu normé aujourd'hui et il y a des vrais enjeux là-dessus. Troisième métier d'innovation radicale, c'est tout ce qui est consulting en cybersécurité. Alors moi, je l'ai appelé la hacker ou la hackeuse éthique. En anglais, on appelle ça les white hats. Enfin, en gros, c'est des hackers repentis qui parfois se sont fait choper, qui vont travailler de l'autre côté pour fiabiliser les informations dans les entreprises. Faut quand même avoir conscience qu'il y a une cyberattaque toutes les 40 secondes, qu'une PME met entre 6 et 9 mois à s'en rendre compte et que dans un tiers des cas, elle s'en relève pas. Donc du coup, c'est là aussi un enjeu économique extrêmement important. Moi, je compare la hackeuse ou le hacker éthique au corsaire et au pirate. C'est l'image du corsaire. Le corsaire, c'est quelqu'un qui, en temps de guerre, est mandaté par le roi pour aller arraisonner les bateaux ennemis, versus le pirate qui fait un peu ce qu'il veut pour son propre compte. Et là, c'est exactement ça. Donc vous avez des boîtes qui font ça très bien. Je pense à Orange Cyberdéfense, vous en avez d'autres. Mais il y a aussi là des gisements d'emploi avec des process de recrutement qui peuvent être très atypiques. Clairement, c'est pas sur CV qu'on vous recrute là-dessus, mais c'est vraiment un secteur qui va beaucoup exploser. Et dernier métier, dernier sujet, c'est le sujet de la médecine numérique. Donc l'idée, c'est pas de dire que les algorithmes et les robots vont remplacer les médecins. L'idée, c'est de se dire, au-delà de tout ce que sur l'imagerie médicale, l'intelligence artificielle peut apporter, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de la recherche à grande échelle sur de la donnée de santé anonymisée? Alors, il faut que ce soit extrêmement encadré. Aujourd'hui, c'est pas possible pour des raisons légales. C'est évident qu'il faut l'encadrer d'un point de vue éthique. Mais quand on vous dépiste aujourd'hui sur une maladie, les 2 seuls critères qu'on utilise, c'est le genre et l'âge. Vous êtes une femme, vous avez plus de 50 ans, on va vous proposer un dépistage du cancer du sein. C'est très bien, c'est nécessaire, c'est peut-être pas suffisant. Typiquement, l'Institut Gustave Roussy, parce qu'ils ont fait une recherche sur 4000 dossiers médicaux anonymes, s'est rendu compte que les femmes qui étaient en chimiothérapie pour un cancer du sein, celles qui étaient sous antidépresseurs répondaient mieux à la chimiothérapie. Ils s'en sont aperçus par un truc de corrélation. On ne fait absolument pas ce type de recherche-là aujourd'hui. On pourrait tout à fait imaginer demain faire don de ces données médicales de manière anonyme et gratuite à la recherche de façon à ce qu'ils puissent croiser des choses à très grande échelle. Parce qu'aujourd'hui, la seule base qu'on ait, c'est une base de remboursement, donc c'est pas fait pour faire de la recherche. Pour aller apporter des notions de médecine prédictive, préventive, ça aurait du sens. Voilà pour les métiers que je voulais évoquer avec vous. Il y en a plein d'autres dans le bouquin. L'idée, c'est pas de les passer en vue. L'idée, c'est de vous donner quelques clés de succès, selon moi, puis après de prendre toutes vos questions pour arriver à ces métiers du futur. Moi, j'ai identifié 3 compétences qui me paraissent être hyper utile dans ce monde qui change tout le temps. La première, c'est, alors je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, c'est celle de l'agilité.
on va changer tous et toutes de métier plusieurs fois dans notre vie. Il y a un chercheur américain à Harvard qui s'appelle Bob Keegan, qui dit qu'on va changer 6 fois. L'OCDE dit qu'on va changer 9 fois. Je ne sais pas où est la vérité en termes de chiffres, ça n'a pas grande importance. Ce qui est sûr, c'est que si on veut changer de métier, si on veut changer de secteur, il faut être agile dans son réseau. Un réseau, ça se cultive tout le temps, pas uniquement quand on en a besoin et pas juste dans sa propre boîte. Donc s'il y a le premier truc à faire, c'est d'industrialiser le fait d'aller prendre, de venir à des conférences comme vous le faites aujourd'hui, et bravo, le fait d'aller prendre des cafés avec des gens qui ne sont pas de votre secteur, mais des secteurs qui vous intéressent, et de le faire tout le temps, toute votre vie, parce que c'est ça qui fait que le jour où vous dites j'ai envie de basculer, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de monter ma boîte, vous pourrez le faire beaucoup plus facilement. Il faut vraiment, vraiment prendre le temps de le faire. Les femmes ne le font pas systématiquement, parce qu'elles dégagent pas toujours le temps, parce qu'elles se disent j'ai mieux à faire à la maison ou faut que je rentre. C'est vraiment un truc, rester au pot le soir, mais vraiment, c'est hyper important. Deuxième sujet, et je crois que c'est un peu le thème de la journée, mais c'est le fait de prendre en compte la diversité. Et quand je parle de diversité, je parle bien de tous les types de diversité. Il y a celle de genre, il y a celle de génération, il y a celle d'origine sociale et culturelle, il y a celle qui est liée au handicap et il y a celle qui est liée à l'orientation sexuelle. Ces 5 types de diversité-là, ils sont clés. Et c'est pas juste un sujet de valeur éthique, bien sûr c'est hyper important, c'est aussi un sujet de performance de boîte. Vraiment. C'est-à-dire que ça a été démontré, une entreprise, c'est toujours une étude de McKinsey, qu'il a fait sur 500 entreprises, une entreprise qui a un conseil d'administration qui est à parité va surperformer par rapport à la norme de 5%. Une entreprise qui a un conseil d'administration qui a ces 5 types de diversité, elle va surperformer de 15%. Et à l'inverse, les entreprises du dernier quartile, les moins diverses, elles sous-performent de 27%. Mais c'est évident. À partir du moment où on est avec des points de vue différents autour de la table, on rate moins de trucs. Donc c'est vraiment un sujet et c'est à nous de le porter. Je pense que c'est un des thèmes de la journée aujourd'hui, mais vraiment, il faut arriver à porter ça dans tous les choix qu'on fait. Et on est tous biaisés dans nos recrutements. On est tous la minorité visible de quelqu'un. Moi, j'ai eu la chance de travailler 3 ans chez Facebook. J'ai adoré cette expérience-là. Et notamment, vous ne pouvez pas faire passer un entretien d'embauche chez Facebook si vous n'avez pas été formé à votre propre biais inconscient. Donc, en gros, pendant une demi-heure, on vous envoie un millier de photos par paire de 2 et vous cliquez clic droit, clic gauche en disant celle que vous préférez. Et au bout d'une demi-heure, la machine, elle vous dit en fait, tu as un biais inconscient sur tel et tel et tel type de personne. Et ça vous permet de prendre conscience de ça. Et après, les process de recrutement, du coup, ils sont hyper morcelés. Seul le manager et le RH qui recrute à la vue sur tous les entretiens. Et vous allez avoir peut-être une dizaine de personnes qui font passer les entretiens. On a tous les questions qu'on doit poser. Et si on doit avoir 5 candidats, on doit leur poser 3 questions sur 3 sujets et seulement ceux-là. Et on adresse tous les candidats sur ces 3 sujets-là. Alors ça peut être très déroutant pour le candidat, parce que parfois pour des raisons d'agenda, il commence par les questions 17, 18 et 19 dans le parcours. Mais c'est un moyen de garantir qu'il va y avoir une certaine homogénéité du jugement, qu'on creuse pas 3 fois la même chose, qu'on n'est pas juste à se dire tiens, on a fait la même école et on fait la moitié de l'entretien là-dessus. C'est hyper cadré. Je vous donne un exemple pour dire on est tous la minorité visible de quelqu'un. Moi, quand je suis arrivée chez Facebook, à un moment, je fais une partie de baby-foot avec un des ingés et on parle des seniors. Et la conversation parle assez longtemps des seniors, puis au bout d'un moment, je dis on ne parle pas de la même chose, quoi. Vraiment. Et du coup, je lui dis c'est quoi pour toi un senior ? Il me répond c'est quelqu'un de plus de 30 ans. Et j'avais 39 piges, je suis tombée de ma chaise, mais c'était pas illogique. La moyenne d'âge de la boîte à l'époque, c'était 27 ans. Le dirigeant en avait 31 à l'époque. J'en avais 39, moi, à l'époque, depuis que je suis passée du côté obscur de la force. Mais mais je m'étais pas rendu compte que j'étais la vieille de l'open space, parce qu'on se voit jamais. Donc en fait, ces biais-là, on les a tous tout le temps. Donc en fait, il faut juste arriver à les dépasser et à passer ce clivage-là. C'est rarement malveillant en fait. C'est souvent de la méconnaissance. Il faut vraiment essayer de sortir de sa bulle et sa coquille. Troisième capacité de clé de survie, c'est le fait d'être capable d'apprendre à apprendre. Et d'être capable tout le temps. Moi, c'est la première chose que je regarde sur un profil quand je le recrute. C'est est-ce que les gens vont se former en permanence. Moi, j'ai toujours 3 projets de formation dans les cartons pour moi, mais vraiment, il y a plein de trucs qui sont disponibles. Et ça vaut vraiment le coup. Et cette capacité-là, plus vous la développez et plus vous aurez un profil qui est employable. Pour terminer, après, je prendrai toutes les questions. Je voulais conclure par cette citation de l'agent Smith. Faut jamais envoyer un humain faire le travail des machines. Mais je pense que l'inverse est vrai. Faut jamais envoyer une machine faire le travail d'un humain. Tout le sujet, c'est comment est-ce qu'on combine les deux.
pour arriver à construire un monde ou à faire des tâches qui sont plus épanouissantes, des métiers qui sont plus intéressants, ou à construire la croissance, on aura du temps pour se former. Je vous remercie beaucoup et je suis à votre disposition pour échanger. Bonjour, merci. J'ai plutôt une question sur votre regard sur la formation aujourd'hui. C'est-à-dire que, bien sûr, changer, c'est pas un souci, mais pour acquérir la compétence d'apprendre à apprendre, beaucoup d'écoles en France, je suis pas sûre, ne soient aujourd'hui forcément... Alors, il y a un cours Apprendre à apprendre qui existe sur la plateforme Open Classroom. Et si on veut reprendre le truc de manière un peu plus générale, il y a une réforme de la formation qui est en cours en France, qui est assez importante, qui déjà redonne la main aux collaborateurs. Le CPF, il est plus en heures, le compte personnel de formation, il est plus exprimé en heures, il est exprimé en argent. L'entreprise, elle est tenue de vous faire un entretien sur vos projets de formation une fois tous les 2 ans et au bout de 6 ans de vous faire un entretien récap. Si jamais elle ne le fait pas avant le 7 mars 2020, c'est une loi de 2014, elle vous doit 3 000 € de pénalité créditée sur votre compte formation. Donc il y a la main sur les plans de développement de compétences, on appelle plus ça un plan de formation, on appelle ça un plan de développement de compétences, elle est rendue aux entreprises. Le financement de la formation est en train de changer, la politique d'apprentissage est en train de changer, donc il y a beaucoup de choses qui vont dans le bon sens, de façon à ce que les politiques de formation soient beaucoup au plus près des besoins et soit au plus près des territoires aussi, parce qu'il y a quand même des endroits où c'est plus facile de se former que d'autres. C'est plus facile quand on est un urbain hyper connecté que quand on est dans une zone blanche. C'est plus facile quand on est près d'une école. C'est plus facile quand on est à l'aise avec le digital. Il y a quand même 13 millions de personnes qui sont victimes de ce qu'on appelle la fracture numérique. Pour rappel, quelqu'un qui est concerné par la fracture numérique, c'est quelqu'un qui ne sait pas attacher ou détacher une pièce jointe dans un email. 13 millions de personnes en France. Donc oui, il y a des sujets sur la formation. Moi, je pense que ça bouge plutôt dans le bon sens. La formation initiale, c'est plus compliqué. Moi, je parlais plus de la formation initiale. Alors, la formation initiale. Alors, je ne parlerai pas de la réforme du bac. Je suis en plein dedans avec mon fils. C'est une tannée. Il y a des choses qui sont intéressantes avec le fait que le code soit accessible à l'école maintenant dès le CE1. Et plutôt bien enseigné au collège. À partir du CE1, c'est compliqué parce que malheureusement, la plupart des professeurs des écoles n'ont pas tous été formés. Il y a des initiatives intéressantes qui sont prises, notamment je vous renvoie sur une association qui s'appelle Inclusive Coding, qui a développé une pédagogie pour les élèves du primaire de façon à apporter le code dans des zones de REP+, donc ils bossent dans le 18e arrondissement notamment. Alors ils ont 1 millier d'élèves et une vingtaine de classes de mémoire, mais une vingtaine d'écoles, pardon. Et c'est Céline Heller qui préside cette association et qui, je crois, fait un talk pendant ces 3 jours. Je ne sais pas quel jour elle passe, mais il y a des initiatives qui sont faites et qui sont faites justement pour enseigner le code tôt, pour enseigner le code avant le collège, avant qu'il y ait les biais de genre qui commencent à s'installer. Et après, effectivement, c'est compliqué sur la réforme, sur la formation initiale, parce qu'il y a une réforme du bac qui est en cours, mais après, la façon de passer dans les études supérieures n'a pas forcément suivi, donc du coup, tout le monde est paumé pour savoir je prends les maths, je prends pas les maths en spécialité et ainsi de suite. C'est quand même compliqué que les maths deviennent une spécialité. C'est probablement lié à une pénurie de profs de maths, tout simplement. Donc c'est vrai que là, il y a un enjeu. Merci. Bonjour madame. Bonjour. Moi, en fait, ma question, ça porterait sur l'éthicienne de l'intelligence artificielle. Ce serait quel profil, quelles compétences qui seraient envisagées ? C'est forcément quelqu'un qui code et qui comprend l'IA et qui, à mon avis, fait preuve de discernement, voire qui a suivi des cours de philo. Il y a une interview assez intéressante d'Aurélie Jean d'ailleurs sur son bouquin, là, je ne sais pas si vous l'avez lu. Il est pas mal son livre, De l'autre côté de la machine, et elle expliquait qu'on l'avait incité elle à aller prendre un module de philo à un moment dans ses études. Elle a clairement un profil d'IA et de codeuse, et je pense qu'avoir des doubles profils qui sont capables effectivement d'avoir une approche avec de la hauteur de vue, tout en ayant effectivement la compréhension, 1, du code et 2, de comment on constitue une base de données. Parce que c'est aussi ça, hein, il y a l'algo et il y a la base de données sur laquelle on l'élève. Hein. Ça, c'est hyper important. Compliqué celui-là. Plus compliqué celui-là parce que à mon avis, plus technique. À mon avis, vraiment formation, pour le coup, vraiment technique sur la façon de cadrer ce type de projet-là, tout en ayant du recul et en ayant la capacité de monter une gouvernance de projet. Parce qu'en fait, à partir du moment où
où on se dit le robot a le droit de faire ci ou ça, je baisse ou je monte mon seuil de risque. C'est le cas notamment de tout ce qui est voiture autonome, hein. Quand on fait un test de voiture autonome et qu'on se dit elle s'arrête tous les 3 mètres, donc je vais un peu abaisser mon seuil de risque pour pouvoir avoir un vrai test. Statistiquement à cette heure-là, à cet endroit-là, c'est une feuille morte. Pas de bol, c'était un cycliste, mais statistiquement, bref, la voiture autonome a tué une personne. Néanmoins, elle sauve des vies. Donc tous ces compromis-là sont des compromis qui doivent se faire avec une gouvernance, avec un board. Donc c'est la capacité à aller mettre des gens autour de la table. Donc je pense qu'il y a les deux capacités, une capacité à coder et une bonne compréhension de la gouvernance, je dirais. Bonjour. J'ai une question qui est un petit peu plus large. On a tous entendu dernièrement, enfin je pense que Uber a dû requalifier le contrat d'un de ses chauffeurs. Donc Uber utilise un système qui utilise l'intelligence artificielle, je suppose, pour permettre... Oui, il y a clairement pour les déplacements. Et du coup, comment l'entreprise va gérer la place de l'employé en tant que contrat CDI, contrat auto-entrepreneur, enfin... Alors, je suis pas spokesperson de Uber et je ne suis pas devin. Après, de ce que je comprends de la mécanique des plateformes est d'avoir des solutions déployables à très grande échelle et peu de staff. Donc, à mon avis, ce que Uber va faire, c'est qu'il va distancier la relation avec ses collaborateurs en donnant peut-être des choses moins contraignantes de façon à ce que ce ne soit pas qualifié d'un emploi au CDI et pour qu'ils puissent reprendre un statut d'auto-entrepreneur. Je suppose, je n'y suis pas. Je dis pas que c'est ce que je ferais à leur place parce qu'il y a un vrai phénomène de les ghost jobs. Effectivement, c'est-à-dire que plus on a une économie qui est plateformisée, plus on va se retrouver avec des gens, soit effectivement des livreurs payés à la course vraiment pas cher avec aucun droit social ou très peu, tant que c'est pas soit qualifié en CDI ou tout simplement normé en disant la plateforme doit leur payer une sécu, doit leur octroyer des congés, une certaine garantie de certains droits. Quand vous avez des gens qui au clic trient des photos ou font de la modération parce que avant que ce soit totalement automatisé, il faut quand même qu'il y ait du contrôle humain. Enfin, vous avez quand même des gens qui ont des syndromes post-traumatiques, ceux qui modèrent les contenus sur les plateformes. Au bout d'un moment, ils se retrouvent avec le même type de syndrome que les gens qui ont été sur des théâtres de guerre. Hein. Donc, il y a des vrais sujets là-dessus qui sont des sujets de droit du travail. Je ne suis pas une spécialiste de ça. Après, je pense que c'est un enjeu de société, de la société qu'on veut et de la société qu'on veut pas. Donc, qu'est-ce qu'on imagine comme loi de façon à quand même protéger un minimum les gens, tout en laissant entreprendre ceux qui veulent entreprendre. Je prends le cas de Frishti, qui est une success story à la française. Frishti avait internalisé ses livreurs, pour le coup, en se disant on va être super éthique et on les salarie. Ils avaient un turnover de malade. Et en fait, les livreurs disaient, quand vous salariez votre livreur, il faut vous lui donner un planning au mois. C'est la loi. Et les livreurs disaient, mais non, mais nous, c'est un job d'appoint, on veut pas. Et donc, du coup, ils avaient beaucoup de turnover. Ils ont regretté d'avoir fait ça. Donc, finalement, ils ont remis, au bout de 2-3 mois, ils ont remis les livreurs en statut d'auto-entrepreneur. Mais par contre, ils leur offrent des garanties qu'on leur demande pas de leur offrir, mais qu'ils ont fait le choix de leur offrir, et notamment la mutuelle, et notamment une assurance responsabilité civile s'ils ont un accident que Frishti paye. Donc c'est ce genre de compromis-là qu'on pourrait rendre obligatoire, parce qu'il y a aussi des gens qui souhaitent être totalement indépendants. Donc c'est là où il faut le faire avec discernement. Et du coup, c'est un sujet de société, un sujet de droit, et je suis pas qualifiée pour m'exprimer là-dessus, mais c'est les choix qu'on fait, quoi. Oui, bonjour. Quelle proposition vous pourriez faire pour que ceux qui sont en train de réfléchir à leur avenir, notamment les collégiens et les lycéens dans le cadre de leur parcours à venir, puissent avoir finalement l'éclairage de ce que peuvent être leurs métiers demain? Je pense qu'il faut essayer d'être hyper... Alors, il y a deux cas. Il y a le collégien qui a quelques idées, il y a le collégien qui n'en a pas du tout. Le collégien qui n'est pas inspiré, qui ne sait pas par quel bout prendre le sujet, effectivement, à part aller faire des portes ouvertes et rencontrer des professionnels pour essayer de se projeter, entre guillemets, un peu à l'ancienne, il n'y a pas beaucoup de solutions. Celui qui commence à avoir une idée, moi je trouve que ce qui est intéressant, c'est de mêler des enquêtes dans la vraie vie, il y a le stage de 3e, et d'essayer de voir comment chacun procède et de se renseigner. Typiquement, moi j'ai un fils qui veut être avocat, c'est pour ça que je passe tant de temps à regarder Avocat augmenté, justice prédictive, c'est le premier métier sur lequel j'ai écrit. Je passe du temps le mercredi après-midi avec lui à aller faire des audiences publiques. On s'est inscrit pour aller faire une séance à l'Assemblée nationale parce que ça l'intéresse. Donc il y a
a plein de choses qui sont possibles. Donc effectivement, les collégiens, il faut qu'ils sortent dans ce type d'événement aussi. Donc, mais c'est là où il ne faut pas recréer une fracture sociale avec ceux qui ont des parents qui ont le temps et peut-être l'énergie et l'envie et la capacité, les moyens de transport de faire, et ceux qui ont moins le temps. Je peux faire ça parce que je suis entrepreneur et à mon compte, et que si je prends mon mercredi après-midi, je le fais, je le paye parce que je fais de la facturation la nuit à un moment, parce qu'à un moment, ce que j'ai pas fait, il faudrait que je le fasse à un autre moment, mais je le fais. Et je me suis mise à mon compte pour ça. Bonjour. Bonjour. Quels sont les types de métiers pour les personnes qui ont des compétences en tant que data scientist et business dont vous parliez ? Tout ce qui est, à mon avis, alors déjà le data translator, enfin l'interprète des data. Il y a beaucoup de métiers dans le consulting. Il y a aussi beaucoup de métiers dans tout ce qui est cleanage de la donnée, parce qu'effectivement, le fait de structurer la base, de se dire cette donnée-là elle a du sens, cette donnée-là elle n'a pas de sens, cette donnée-là elle est correctement remontée, elle est mal remontée, mais elle est hyper importante pour comprendre le business, donc il faut qu'on la fiabilise. Tel et tel KPI ils ont du sens, tel et tel KPI ils sont complètement absurdes. C'est ce genre de choses qu'on va pouvoir faire au quotidien, parce que typiquement se monter un cockpit en data science avec 45 indicateurs, personne les lit, il y a 3 personnes qui les comprennent et c'est pas actionnable. Donc donc après il y a des métiers de la donnée, il y a plein de façons. Enfin voilà, data scientist, data ops, data translator. Enfin il y a pléthore de termes. Il y a une cartographie qui a été assez bien faite par le Syntec sur le sujet, que j'essaye de récupérer, que je mettrai sur mes réseaux sociaux quand je l'aurai, ou vous me pinguez sur LinkedIn, je vous la passerai quand j'aurai réussi à la récupérer. C'est le Syntec, c'est l'organisation professionnelle des boîtes de conseil, et ils viennent de l'étudier avec tous les types de métiers. Et il y a un glossaire qui va sortir aussi. Donc allez voir sur Syntec Conseil. J'aimerais bien savoir s'il existe une formation spécialisée pour devenir éducateur de robots. Pas à ma connaissance. Faut qu'on la crée. Bonjour. Alors moi, j'aurais une question un peu par rapport à l'évolution de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un droit du travail sur l'intelligence artificielle ? Parce que par rapport au futur, notamment qui se passe déjà dans certaines entreprises, c'est la relation homme-machine dans le travail. Donc en fait, ça va être un peu compliqué quand on est en train de travailler avec une machine en même temps, de savoir la part des responsabilités, ou bien c'est d'une autre manière. Alors c'est un grand débat. Alors je pense que c'est pas tellement une loi par rapport à IA et travail, c'est quoi le droit des robots. Et il y a vraiment 2 courants en France sur le sujet. Il y a un avocat qui s'appelle Alain Bensoussan qui porte le fait et la cause d'avoir un droit du robot et entre guillemets une responsabilité juridique du robot. Et il y a des gens qui sont très opposés à cette thèse-là, notamment Laurence de Villers qui est une chercheuse au CNRS qui a écrit un livre Des robots et des hommes. À partir du moment où on donne des droits à un robot, ça veut dire qu'on retire la responsabilité à celui qui a programmer le robot, financer le robot, à l'entreprise qui est derrière, et je pense que ça pose un vrai problème. Donc moi je pense pas que ce soit le robot qu'il faille normer, c'est les boîtes et c'est le droit qu'il faut si besoin faire évoluer, mais le justiciable ça doit jamais être le robot, c'est celui qui l'a codé, c'est celui qui l'a mis sur le marché, c'est celui qui n'a pas assez fiabilisé ses process qualité. Enfin, c'est le cas des avions Boeing. Il y a eu 2 Boeing, c'est quoi, 390 Max. Enfin, je sais plus, j'ai plus le nom de l'avion en tête. Il y a quand même deux avions qui se sont crashés parce que les pilotes n'ont pas réussi à reprendre la main sur le pilote automatique alors qu'ils voyaient qu'il y avait un problème. C'est Boeing qui est responsable. C'est pas le pilote qui est mort. C'est pas l'avion en tant que tel qui est responsable. Donc c'est ça le sujet. Donc oui, il y a des vrais débats là-dessus. Moi j'ai une opinion, mais enfin voilà, je me permets de la partager parce que vous me posez la question. Elle ne regarde que moi, mais c'est vrai que si on fait un droit des robots, que ce soit dans l'entreprise ou dans l'absolu, ça peut être très dangereux. La responsabilité, elle doit être sur celui qui met sur le marché et qui investit l'argent. Pour qu'il soit responsable et redevable. Merci à tous.